Donc, le titre de ma présentation, c'est être un ou une utilisateur, utilisatrice de R résilient. Donc, moi, je vous rejoins depuis Nancy, où il fait pas beau. Comme souvent à Nancy, je n'ai pas mis un super fond d'écran comme Michael. Je vais commencer par présenter mon parcours R, comme ça montre les différentes étapes de la galère avec R. J'ai découvert R en licence de biologie. Donc là, on nous a présenté R et j'ai découvert la R Graph Gallery, pas la version actuelle du site. Je pense que c'était la version qui était avant maintenue par Romain François. En tout cas, c'était comme la galerie actuellement. Donc, on voyait des petits morceaux de code et ce que ça a donné. Je trouvais ça vraiment merveilleux. Ensuite, dans mon master d'écologie et master de santé publique, j'écrivais encore beaucoup de scripts R. Et c'est seulement arrivé en test de stats que j'ai contribué à un paquet, donc découvert comment mettre les choses dans un paquet. Et là, c'était un paquet qui était assez vieux pour être maintenu par des outils un peu plus anciens. Donc, c'est un paquet développé sur Airforge avec les fichiers RD écrits à la main. Et pour écrire les papiers, j'utilisais Swift, non pas Nita. Ensuite, je suis devenue pour 2 ans statisticienne et gestionnaire de données. Là, je me suis mise à utiliser des outils plus modernes comme DevTools, DataIverse, R Markdown, Git pour le contrôle de version. Et en parallèle, je me suis intéressée à la communauté R. Donc, je me suis créé un compte Twitter, j'ai ouvert mon blog R, j'ai soumis mon premier paquet à R OpenSci et j'ai cofondé le meetup R Lady Barcelona. C'est un meetup qui existe toujours, mais je ne suis plus du tout impliquée dedans. Alors maintenant, R, ça occupe une grande partie, voire tout de ma vie professionnelle. Donc, je suis notamment ingénieure de recherche, ingénieure logiciel recherche pour R OpenSci à temps partiel. Donc, notamment, je maintiens notre package DevGuide, qui est le guide où on explique nos standards pour la création et le maintien de paquets et aussi comment fonctionne notre système de revue de paquets. Donc, comme l'a dit Michael, je travaillais sur la version 2.0 de Package.json et en ce moment, je travaille aussi un peu sur le paquet Fledge. Package.json, c'est un paquet pour faire des documentations de paquets. Donc, c'est un peu méta. Fledge, c'est aussi assez méta. Donc, c'est un paquet de Kirill Müller qui aide à mettre à jour la liste de changements d'un paquet à partir des messages de commit. Donc, assez niche et assez méta. Avec Scott Chamberlain, j'ai écrit le livre en ligne HTTP Testing in R. Donc, pour ceux qui développent des paquets qui interagissent avec des ressources web, ça peut être intéressant. Et j'ai donné un cours que j'ai refait ensuite sous forme d'atelier sur bloguer avec R Markdown. Donc, voilà un petit aperçu de mes intérêts du moment. Je fais aussi un peu de bénévolat dans R. Donc, je m'occupe du compte Twitter de Lady Global. Lady Global, c'est une organisation mondiale féministe inclusive, donc qui vise à augmenter la diversité de genre dans la communauté R. Je suis éditrice pour le système de revue de paquets de R OpenSci. Et puis, parfois, je donne des présentations comme aujourd'hui. J'ai mis le lien vers les diapos dans le chat, donc c'est rug-lil-mail.netlify.app. Et la motivation pour cette présentation, c'est de se dire que R, c'est une joie de chaque instant, ou presque. Donc, il y a des moments où on est plutôt comme la personne ici qui s'arrache les cheveux devant son ordinateur. Et donc, j'espère aujourd'hui vous donner quelques clés pour que ça vous arrive moins souvent et que peu importe l'expérience que vous avez actuellement, vous apprendrez au moins une chose nouvelle. Donc, comment limiter ces peines quand on utilise R? Donc, il y a une partie prévention, comme avec les vaccins et d'autres choses. Donc, ici, c'est de garder ces installations à jour ou pas, selon le projet, et de suivre les nouveautés de R, sans en même temps avoir une anxiété de ratage. Anxiété de ratage, c'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire québécois de la langue française comme traduction pour FOMO. Et aussi, donc après, une fois qu'on a des problèmes, apprendre à les résoudre plus efficacement, que ce soit seul face à son ordi ou en sachant comment faire pour demander de l'aide et où demander de l'aide. Donc d'abord, sur la partie prévention des problèmes avec R, une première chose qui peut être intéressante, c'est mettre à jour sa pile technologique. Pourquoi? Donc R, ça change de temps en temps. Là, le tweet, par exemple, ce tweet de mai indiquait la sortie de la version R 4.1.0. Et pourquoi mettre R à jour? Donc, une chose qui peut être importante, c'est que les paquets R les plus récents parfois sont compatibles qu'avec les versions de R les plus récentes. Et aussi, je pense que c'est pas mal de mettre R à jour parce que plus on attend, plus c'est dur de lire les changements qu'il y a eu entre la version qu'on a et la version la plus récente. Comment faire pour savoir ce qui est nouveau dans R? Donc, RCore a un blog où sont parfois expliqués des changements importants, par exemple le changement du défaut de l'argument string as factors. Il y a le fichier news en ligne de R. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, ça ressemble à ça. Je ne l'ai pas ouvert depuis longtemps, mais donc il y a New Features
Et parfois, il y a une partie qui est assez pratique à lire selon les versions. Alors, là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais chercher jusqu'à trouver Significant User Visible Changes. Donc ça, c'est des trucs où vraiment, ça peut être utile de savoir ce qui s'est passé. Et puis, parce que lire le fichier news de R soi-même, c'est pas forcément très, très amusant. On entend parfois des échos par-ci par d'autres personnes qui ont entendu et qui vont écrire des tweets ou des articles de blog en détaillant un certain changement. Et ça peut être utile aussi. Ensuite, comment faire pour mettre R à jour en pratique? Donc, ça dépend du système opératoire. Moi, je suis sur Ubuntu et quand je mets R à jour, je suis les conseils de Sébastien Rochette de Syncar qui a déjà parlé à Erlil. Il a écrit un article de blog sur comment mettre à jour R sur Ubuntu et je suis tout simplement de ça parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément assez souvent pour s'en souvenir de tête. En tout cas, moi, c'est mon souci. Et quant à la question de savoir si on réinstalle les paquets R ou pas quand on met à jour R, ça dépend de la version de R. Et là, j'ai aussi une référence du changement de version. Et là, j'ai aussi une référence à conseiller. C'est le livre en ligne rstats.wtf de Jenny Bryan et Jim Master qui explique si on peut ou pas récupérer tous ces paquets. Et puis sinon, de toute façon, quand on change de version de R, ça peut être intéressant de faire un nettoyage de printemps, donc où on ne réinstalle que ce dont on a besoin au fur et à mesure. Comme ça, on voit si vraiment on avait besoin de tous ces paquets. Ensuite, c'est utile de mettre les paquets R eux-mêmes à jour. Et pourquoi? Parce que ces nouvelles versions des paquets, elles sont censées être meilleures. Sinon, les gens ne les mettraient pas à jour. Et comment faire pour être au courant quand un paquet a été mis à jour? Donc, on peut peut-être suivre ça par RStudio, parce que dans RStudio, on a à mettre les paquets à jour, et là, on verrait quelles sont les versions qui ont été mises à jour sur CRAN, notamment. Si on est un peu branché développement sur GitHub, on peut s'abonner au dépôt des paquets. Donc, il y a différentes manières de s'abonner au dépôt des paquets. On peut notamment s'abonner juste donc faire le Release Watch, et là, on est juste mis au courant quand il y a une nouvelle version qui est mise sur GitHub. On peut suivre le blog du paquet ou des gens qui développent le paquet. Donc, c'est une manière aussi d'être au courant. Ensuite, quand on a une nouvelle version, comment savoir si tous les scripts vont arrêter de fonctionner parce qu'on a tout mis à jour? Alors, on peut peut-être, si on a de la chance, c'est un paquet où il y a eu un article de blog qui décrit les changements. Donc, par exemple, là, j'ai mis un lien vers l'article de blog qui décrivait les changements dans la 3e édition de TestFat. Ou alors, on lit le changelog, je ne sais même plus s'il y a un mot français pour ça sans doute, donc la liste des changements. Donc par exemple pour TestFat, ça va ressembler à ça, donc c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus précis. Ça peut être utile s'il n'y a pas d'article de blog ou si on veut voir un détail qui n'a pas été mis dans l'article de blog. Et sinon, imaginons qu'il n'y ait même pas de changelog à jour, on peut peut-être utiliser pour un paquet qui est sur CRAN, le miroir de CRAN sur GitHub. Donc, par exemple, prenons le paquet TestVat sur le miroir de CRAN. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ce repository, chaque commit correspond à une version du paquet. Donc, si on veut voir la différence entre deux versions, on peut regarder un commit. Donc, par exemple, la version 3.1.0, on clique sur le commit et on voit toute la différence entre les deux versions. Voilà, ça peut être un peu long et pénible, mais peut-être que parfois on a besoin d'en savoir autant. Et donc ça dépend. Donc la chose qu'on a à faire, ça dépend du travail de communication autour du paquet. Donc c'est pas et je dis pas ça pour me plaindre de gens qui n'auraient pas le temps d'écrire un article de blog, parce que de toute façon tout le monde n'a pas ce temps. Donc parfois il y aura plus d'efforts à faire de la part des utilisateurs et utilisatrices. Mais parfois, on peut avoir envie de ne rien mettre à jour parce qu'on a un code qui marche déjà, on a un projet où tout est déjà comme il faut et on n'a pas envie de devoir adapter le script à des mises à jour éventuelles des paquets. Et pour figer en fait les versions de R qu'on utilise dans un paquet, il y a différentes solutions. On peut utiliser, et c'est le plus facile pour commencer, le paquet Ranf, qui est le successeur de Packrat. C'est du même auteur. Si vous avez déjà utilisé Packrat dans le passé et eu des soucis avec, vous pouvez utiliser Ranf parce que ça marche beaucoup mieux. Il y a aussi pour figer les versions des paquets, il y a MRAN, donc c'est un service de Microsoft, et le RStudio Package Manager. Et si on veut figer encore plus de choses, comme le système opératoire, on peut s'intéresser à Docker. Et donc dans mes diapos, j'ai mis des liens vers... là, c'est un lien d'un article de Colin Fay sur Docker. Pour Ramp, c'est vraiment bien et facile. Donc comment faire pour utiliser Ramp dans un projet? On va commencer par un moment... faire tourner la fonction renv init. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on installe et désinstalle les paquets comme d'habitude.
Et de temps en temps, on utilise la fonction snapshot de Renv. Ce que cette fonction fait, c'est qu'elle regarde les paquets utilisés actuellement, donc installés actuellement pour ce projet, et toutes les métadonnées, ça veut dire le nom du paquet, la version, d'où ça vient, que ce soit GitHub ou CRAN, est écrit dans un fichier texte qui est renv.loc. Maintenant, imaginons que quelqu'un d'autre reçoit votre projet, ou bien vous sur un nouvel ordinateur. Il suffit de faire tourner la fonction restore, et ça utilise toutes les informations du fichier renv.log pour installer pour ce projet les versions des paquets qui vont bien. Si vous êtes intéressé par Renv et vous voulez creuser au-delà de ces 3 étapes, il y a une présentation d'Élise Meignier au Air User Group de Toulouse qui est très complète sur le paquet Renv. Ensuite, une autre chose qui peut vous servir pour ne pas avoir mon problème avec R, c'est se tenir au courant des nouveautés. Alors, pourquoi se tenir au courant? Alors déjà, c'est peut-être que vous allez lire les nouvelles de R et découvrir que vous étiez en train de galérer sur des expressions régulières et qu'il existe en fait un paquet qui rend les expressions régulières plus faciles à utiliser, le paquet Rex. Ou alors, ça permet juste de mettre dans un coin de sa tête des solutions pour des problèmes dans le futur. Par exemple, même si on n'utilise pas Python, c'est intéressant de savoir qu'il y a un paquet R Reticulate pour interfacer Python depuis R. Et donc ça, c'est donc se tenir au courant, ça aide par la connaissance des outils qui existent. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que finalement, ces outils sont développés par des personnes et des organisations. Et au fil du temps, on finit par avoir une bonne idée de qu'est-ce que telle personne est susceptible d'avoir développé, qu'est-ce que telle organisation est susceptible aussi d'avoir développé. Et ça peut servir aussi. Alors, pour se mettre à jour, la première chose que je vais citer, ce n'est pas forcément la meilleure, sont les flux infinis d'informations. Donc, il y a Twitter, donc, notamment avec le mot dièse rstats, et puis votre fil Twitter selon les comptes que vous y suivez, et le fil GitHub selon les personnes que vous suivez sur GitHub aussi. Le problème, c'est que c'est infini et que c'est un peu plus difficile à optimiser, mais c'est possible. Alors, mes conseils, c'est de ne pas vouloir tout lire, parce que de toute façon, sinon, il y a quand même un rapport information intéressante sur temps passé à lire qui va devenir de plus en plus faible. Et on peut mettre en silencieux des comptes, si on trouve que c'est des choses qui ne nous intéressent pas. On peut optimiser avec TweetDeck. Donc, sur TweetDeck, on peut par exemple mettre en place des filtres. Moi, j'ai maintenant un filtre qui me montre les tweets rstats qui ont plus de 25 likes. Ça m'évite de tout regarder. Et on peut utiliser pour GitHub, si on lit son fil GitHub directement sur GitHub, l'extension d'Explorateur Refine GitHub permet d'avoir un fil plus condensé. Et puis, si on se rend compte qu'on a beaucoup de notifications à propos d'un certain dépôt, on peut peut-être mettre à jour son inscription et, par exemple, être mis au courant, non pas de tous les commits, mais seulement de certains événements, comme des commentaires dans des issues. Et que ce soit Twitter ou GitHub, c'est important de suivre les comptes qui sont utiles pour vous. Et dernière chose, si vous êtes complètement nouveau ou nouvelle dans Twitter, vous pouvez lire le livre en ligne Twitter for Art Programmers qui présente un peu de contexte là-dessus. Et puis si ces deux choses ne vont pas dans les flux infinis d'informations, il n'y a pas de souci, hein, c'est très possible de ne pas utiliser ça du tout et de trouver son information ailleurs. En revanche, ça peut être bien, notamment si par exemple, si on donne des présentations ou quelque chose, d'avoir un compte Twitter juste pour que ce compte Twitter renvoie vers votre page personnelle. Ensuite, il y a des sources de nouvelles R agrégées. Donc, R Weekly, donc c'est une lettre d'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, qui est envoyée le lundi, et qui a plein de liens vers des articles de blog, des mises à jour de paquets. Voilà, donc c'est très bien fait. Donc, il y a la newsletter mensuelle de R OpenSci. Maintenant, c'est moi qui m'en charge. Je l'ai envoyé il y a 2 jours pour ce mois-ci et la prochaine, je l'enverrai en janvier. Et dedans, donc, ça résume l'activité à R OpenSci, donc les nouveaux paquets, les mises à jour des paquets, les articles de blog qui sont parus sur le blog de R OpenSci. Et aussi, il y a une partie avec des trucs et astuces pour le développement de paquets. Il y a les mailing lists de R. Ça, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup personnellement, mais si on va sur le site de R, il y a un site avec des mailing lists. Enfin, je suis abonnée à R Package Devel et R Devel, où on peut s'abonner aussi à des listes qui sont de groupes d'intérêts spéciaux. Comme je n'utilise pas trop ça, je ne sais pas si ce sont des listes actives, mais ce qu'on peut faire pour chacune de ces listes de diffusion, c'est regarder les archives pour voir s'il y a une forte activité ou s'abonner pour essayer. Enfin, c'est comme on le souhaite.
Il y a aussi Airbloggers, qui est un site qui reposte des articles de blog, et donc ça en fait aussi beaucoup à lire. À noter qu'il n'y a pas de filtre de qualité sur Airbloggers. Ensuite, vous pouvez créer votre propre collection. Donc, si vous avez des blogs préférés et que vous utilisez par exemple Feedly. Alors, avant, je disais ça et je ne le faisais pas. Maintenant, je me suis vraiment mise à Feedly. J'ai créé un compte et je me suis abonnée à pas mal de blogs. Je me suis même abonnée à mon fil d'actualité GitHub par Feedly. C'est super. Maintenant, tout est au même endroit. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a moins peur de rater des choses, même si beaucoup des blogs, par exemple, se retrouvent dans Air Weekly. Ensuite, il y a les conférences qui sont des moyens d'obtenir des nouvelles de R, donc que ce soit les conférences adresses, USA, R Studio Global, c'était le nom de cette année d'R Studio Conférence qui était en ligne. Et alors on peut y aller, quand c'est en personne, c'est pas très souvent maintenant, et on peut utiliser ce qui est en ligne. Et ça veut dire qu'on peut lire les programmes. Les programmes, c'est utile parce que ça permet de voir un peu ce qui se fait, les diapositives quand elles ont été mises à jour, et puis les vidéos aussi quand elles sont disponibles. Et comment faire pour être au courant des conférences R? Eh bien, une fois encore, on peut utiliser Air Weekly, parce que dans Air Weekly, il y a une section sur les événements à venir. Et je pense d'ailleurs, oui, que ce serait possible de soumettre les liens des futurs meet-up là-dedans. Et on peut aussi lire des livres. Ça fait... c'est pas un conseil très, très original. Il y a beaucoup de conseils que je donne qui ne sont pas très, très originaux. Et il existe un livre en ligne qui s'appelle Big Book of R, qui est une collection de liens vers des livres R dont beaucoup sont gratuits. Et si vous choisissez des livres récents, vous aurez des explications très utiles dedans. Un des derniers livres que j'ai lu, c'est d'un livre de R, c'est le R Markdown Cookbook de Yi Shu, Christophe Daviau et Emily Reader. Et c'est très utile, le cookbook. Donc c'est vraiment un livre de recettes, donc on n'est pas obligé de tout lire. On peut lire par exemple que la table des matières pour avoir une idée des recettes qui sont dedans pour les documents, que ce soit PDF, HTML ou DocX. Donc c'est vraiment... Et c'est donc disponible gratuitement en ligne. Et ensuite, on peut discuter avec d'autres personnes, donc vos collègues, et puis aussi en allant à des meet-up. Alors évidemment, avec l'expérience en ligne, c'est un peu moins facile pour les discussions, mais ça reste comme un moyen de se mettre à jour. Après, ça peut être très stressant de vouloir trop se tenir au courant. Donc, on n'est pas obligé de tout suivre en direct, et puis on n'est pas obligé de tout lire non plus. Et il y a un article de blog de Vicky Boykis que j'aime bien relire régulièrement, c'est Commit to Your Lock-in, c'est pas sur R en particulier. Dedans, elle parle des débats des gens qui se demandent pour écrire une app quel service de cloud utiliser, parce que ce service va peut-être disparaître, alors c'est peut-être pas un très bon pari. Et ce qu'elle dit, c'est que certes, il va peut-être y avoir des soucis. Dès qu'on écrit une ligne de code dans un langage, on perd du temps au cas où on doit passer à un autre langage, mais qu'il vaut mieux faire quelque chose et écrire cette app, publier ce travail et devoir changer après. Sinon, on fait rien du tout. Et que faire des infos qu'on récolte? Alors, il faut les évaluer, parce que notamment, la documentation d'un paquet, par exemple, la documentation officielle, c'est sans doute la meilleure version de ce qui est fait dans le paquet. Un article de blog, ça dépend de qui l'a écrit, de quand il a été écrit, par exemple. Et aussi, parfois, quand on découvre un nouvel outil, on peut peut-être demander aux gens qu'on connaît dans la communauté R ce qu'ils en pensent. Pour les paquets, il y a des critères objectifs pour l'évaluation. Donc, par exemple, si on veut adopter un paquet, on peut voir si son développement est actif. Peut-être que le développement n'est pas actif parce que le paquet est déjà parfait et ne changera plus jamais. Est-ce qu'il est bien testé? Est-ce qu'il est bien documenté? Parce qu'un paquet qui est super mais pas documenté, ça demande quand même beaucoup de travail pour apprendre à l'utiliser. Est-ce que ce paquet est populaire? Ce n'est pas obligatoire que le paquet soit populaire, mais quand il est populaire, il y a déjà, c'est un peu un gage d'autres personnes ont fait confiance à ce paquet, mais aussi on aurait des personnes à qui poser des questions. Et un critère qui peut servir, c'est si on se rend compte qu'on connaît déjà l'auteur du paquet ou l'autrice du paquet, que c'est donc quelqu'un ou une organisation de confiance. Ça peut aider pour faire son choix. J'ai mis le lien vers des guides sur les paquets qui peuvent être intéressants quand on utilise des paquets, mais aussi quand on en écrit, bien sûr. Donc, le Dev Guide de OpenSci, le Stats Dev Guide de OpenSci, que le système de revue de paquets de OpenSci s'est étendu à la statistique, et il y a donc des standards spéciaux pour ça. Et il y a aussi le Design Guide de la Tidyverse qui peut être intéressant à regarder. Donc, tout ça, c'était juste la partie prévention. Je vais regarder s'il y a des questions jusqu'à maintenant. Non, aucune question. Peut-être des questions même pas sur Slido. Non, tout va bien.
Ah, il y a le chat. A priori, oui, pour l'instant, tout va bien. Il y aura peut-être des questions après. Ok, d'accord, très bien. Je continue. Alors, donc la partie pour résoudre ces problèmes. Donc, j'ai une typologie de questions sur R. Donc, il y a les problèmes où on ne peut plus avancer du tout parce qu'on a un bug et une erreur, donc on ne peut plus avancer dans le script qu'on est en train de faire. Et puis, des questions un peu plus débat quand on se pose la question, est-ce que dans R, on peut utiliser telle chose, donc, par exemple, mettons XML, ou comment est-ce que je fais pour apprendre à utiliser, encore une fois, XML, enfin, ce genre de questions. Et je vais d'abord parler de comment résoudre les problèmes. Alors, demander de l'aide, c'est bien sûr faisable et important, mais on peut, mais après des efforts raisonnables. Après, la difficulté, c'est définir raisonnable, hein, savoir combien de temps s'entêter sur quelque chose. Donc, en lisant la documentation, c'est pas pour dire read the fucking manual, c'est parce que vraiment, des fois, on loupe des choses dans la documentation quand on veut être vite, et ça m'arrive très régulièrement. Donc, utiliser un moteur de recherche, bien sûr, et puis expérimenter un petit peu localement. Alors, une petite note, c'est que je vais citer une présentation de Jenny Bryan, Object of Type Closure is not susceptible, qui a plein de bons conseils sur comment résoudre des problèmes. Et on a un, c'est éteindre et rallumer R, pour être sûr que tout ce que l'on sait d'où vient chaque chose. Hein. Et puis, il y a la notion d'éteindre l'ordinateur, mais il faut aussi éteindre son esprit R soi-même. Donc là, j'ai mis un tweet de Kelly Vaughan qui dit « I love waking up and jumping back into solving a bug and immediately solving it with a fresh mind. Sleep is my favorite coding tool. » Donc, faites des pauses et tout ira mieux. J'ai aussi vu sur Twitter, donc comme vous voyez, je dois faire des pauses sur Twitter trop régulièrement. Donc c'est un bingo qui a été écrit par Cox Simon où il y a des fautes qu'on fait dans les scripts R qui peuvent poser problème. Donc par exemple une virgule en trop, avoir mal écrit le nom d'une variable, etc. Donc ça c'est assez amusant à regarder. Ensuite, utiliser un moteur de recherche. Alors ça c'est quelque chose qu'on apprend qui est dur à apprendre. Il y a donc des gens qui l'enseignent en cours, notamment il y a dans les documents de Data Carpentry, il y a quelque chose donc il y a une partie Googling for Help où les critères c'est bien choisir les mots. Évidemment, bien choisir les mots quand on cherche parce qu'on a un problème, c'est quelque chose qui devient de plus en plus facile à l'expérience. Pas trop mettre de mots, spécifier R. Et ensuite, quand on a des résultats, regarder leur crédibilité. Donc, si c'est un post sur, mettons, RStudio Community, quand est-ce qu'il a été écrit? Est-ce qu'il a été marqué comme solution? Est-ce qu'il y a eu des votes dessus? Après, il y a un outil qui est très important, c'est Reprex. Donc, le but de Reprex, c'est de passer d'un bug dans un script énorme au plus petit exemple possible. Donc, Reprex de Jenny Bryan, c'est à la fois un concept, ça veut dire exemple reproductible, et c'est un paquet qui permet de communiquer un Reprex. Pourquoi utiliser Reprex? C'est parce que le bug isolé est plus facile à résoudre. Donc, si au lieu d'envoyer un gros script de 100 lignes en disant ça ne marche pas, on a un problème en 3 lignes, c'est plus facile à résoudre, soit par vous, parce qu'en isolant le bug, vous allez peut-être le résoudre, ou bien par la personne à qui vous envoyez le problème. Et avec Reprex, on a le bug dans le format idéal pour les experts et expertes qui vont regarder notre code, parce qu'il y aura le code source et le résultat. Alors, j'ai prévu de faire une démo, il faut que je change mon screen share. Voilà, donc là, on est dans RStudio. J'espère que c'est assez grand ce qui est écrit. Ouais, c'est bon. Alors, donc là, j'ai un code. J'ai j'ai mis x égale à 1 et je vais voir ce que ça fait x plus 1. Et je vais utiliser Reprex en fait pour pouvoir envoyer ce code à quelqu'un. Donc pour ça, je vais sélectionner le code et je vais le copier dans mon presse-papier. Et maintenant, dans la console R, je vais utiliser la fonction Reprex de Reprex. Voilà. Donc, ça m'indique que je suis en train de rendre le Reprex. Et qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait que dans mon viewer ici, j'ai la version du code qui a tourné avec le résultat de écrit là en commentaire. Et sur mon presse-papier, donc si je vais un peu plus bas et que je fais coller, j'ai le code Markdown qui présente ce résultat. Donc là, c'est en Markdown, donc c'est parfait pour coller, par exemple, dans une issue sur GitHub. Et puis, quand il y a même une petite publicité en dessous, donc c'est marqué que c'est écrit par le paquet Reprex, c'est très bien, comme ça permet
à plus de gens de le découvrir. Donc ça, c'est une version d'avoir le code Markdown. On peut aussi, donc là j'efface, je retourne sélectionner mon code et le copier. Et je peux aussi changer en fait un argument qui est l'argument venue. Et je vais mettre que c'est R. Hop, donc je vais obtenir la même preview à peu près. Et sur mon presse-papier, ce que j'ai, c'est le code avec le résultat en commentaire. Et donc, c'est juste des lignes comme ça. C'est par exemple le format idéal pour le coller peut-être dans un courriel à quelqu'un. Voilà, c'est le principe de base de Reprex. C'est quelque chose qui va faire tourner votre code dans une session à part et vous rendre le code et le résultat donc formaté. Il y a des choses qui sont intéressantes à savoir, comme c'est un code comme ça tourne dans une session à part, ça ne connaît pas les objets de votre session actuelle. Donc, si je surligne juste la ligne X plus 1, je la copie dans mon presse-papier et j'utilise Reprex. Eh bien, j'ai une erreur. Ça me dit que l'objet X est introuvable. Donc, il faut faire attention à bien tout mettre dans le code qu'on sélectionne, à bien aussi charger les paquets, parce que c'est pareil, si on utilise un paquet qui n'est pas chargé dans les lignes de code qu'on sélectionne, ça ne marchera pas. Voilà. Et ce qui est bien aussi à voir, c'est que là, c'est un code qui ne marche pas et j'obtiens quand même un reprex que je peux copier-coller. Donc, on peut créer un reprex de quelque chose qui ne marche pas pour montrer le message d'erreur à quelqu'un. Une dernière chose qui est intéressante, c'est que reprex, ça marche même quand on fait des graphiques. Donc, si je tape le code plot de 1 à 10, voilà. Donc, c'est censé faire un plot. Je vais le copier dans mon presse-papier. Ensuite, je refais tourner la fonction reprex. Donc, dans la preview, j'ai le graphique. Alors, il faut bien noter, il faut que ce soit quelque chose qui soit OK à rendre public. Hein, ne faites pas ça avec des données super secrètes. Parce que ce qui a été fait, là, ça a été que l'image a été mise en ligne sur Imager. Et ça veut dire que je peux copier-coller ça dans une issue GitHub et donc ça, cette image, elle est visible par la personne qui souhaite m'aider. Donc voilà, c'est ça sur tout ce que je voulais vous montrer sur Reprex, que c'est un outil qui permet d'exécuter votre code et de le récupérer à un format pour pouvoir le partager. Alors, que je refasse mon partage. Alors, vous pouvez obtenir plus d'infos sur Reprex. Donc, il y a eu un webinaire sur Reprex, un webinaire RStudio par Jenny Bryan. Et les vignettes de Reprex sont très utiles, notamment celle qui s'appelle Do's and Don'ts sur ce qu'il faut faire et ne pas faire dans un Reprex. Par exemple, si on a un problème avec de la manipulation de données, plutôt que d'utiliser nos propres données, c'est plus facile d'utiliser des données plus petites et encore mieux des données plus petites qui existent déjà dans R, comme MTCars. Je vais vous faire une deuxième et petite démonstration d'un autre outil, l'outil Browser. Alors, voilà. Alors, ça, c'est pour un autre souci, c'est quand on commence à écrire notamment des fonctions. Donc là, j'ai fait un exemple très bien. Je trouve ça super dur de montrer des démonstrations qui ont un peu de sens et qui sont assez courtes. Donc là, j'ai une fonction que j'écris qui s'appelle au carré et elle prend l'argument x et elle le met au carré. Et ensuite, j'ai une liste de trucs et dans cette liste, j'ai des nombres sauf donc une chaîne de caractères. Comme sans doute, ça va mal se passer pour être mis au carré. Et ensuite, j'utilise lapply et j'apply à tous les trucs, je les mets au carré. Donc, si je fais tourner ce code-là, j'obtiens une erreur. Alors, en général, on n'a pas une erreur aussi limpide, ou alors si elle est limpide, c'est qu'on est vraiment fatigué, on a besoin d'une pause. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que parfois, on va être à plusieurs niveaux d'une fonction qui est appelée par une fonction, etc. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est que dans une fonction, on peut rajouter un petit print. Par exemple, on peut avoir envie de montrer la classe de X parce qu'on se dit que c'est peut-être ça le souci. Donc là, j'ai rajouté ça et je vais refaire tourner. Et donc, on me dit numérique, 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 caractère. Et juste après, j'ai l'erreur. Donc, comme ça, je me dis, ah oui, c'est l'erreur, c'est quand on a quelque chose qui est un caractère. Donc, ça, c'est une manière de faire. Et ça peut marcher. Hein, et des fois, ça peut aussi être
la seule solution, mais il y a quelque chose qui est vraiment super bien. Le jour où j'ai compris que je pouvais tout simplement remplacer les prints peut-être par un browser, ça m'a changé la vie. Donc là, si je mets browser là, ça va s'arrêter dès la première fois que cette fonction est appelée. Donc je fais tourner browser et là, je suis dans le debugger. Et ça veut dire que je suis dans la fonction à cet endroit où j'ai mis browser. Bon là, quand je m'y retrouve, je peux par exemple demander ce qui est ici. Donc il n'y a que x et que x vaut 1. Alors là, ce n'est pas très intéressant vu la longueur de mon code, mais l'idée de la fonction browser, c'est vraiment qu'on la met et quand le code va arriver à exécuter cette ligne-là, pouf, on rentre dans le debugger et on peut avoir accès à tout l'environnement. Donc les objets qui sont là, quelles options et puis quelles options sont à ce moment-là. Ça peut être vraiment très utile selon les contextes. Et vraiment, pour moi, l'idée, c'est qu'on est habitué à mettre des messages par print ou cat ou des choses comme ça, et on peut juste remplacer par browser et changer un peu sa vie. Quand on utilise quelque chose comme browser, on peut aussi rajouter une condition. Donc peut-être qu'on peut mettre if class x égale un caractère browser. Donc on peut vraiment décider de s'arrêter quand on commence à avoir des hypothèses sur le souci. On peut rajouter un peu de logique et demander à ce que le code s'arrête que quand on pense que les choses vont commencer à aller mal. Et donc regarder ce qu'il y a et puis faire tourner le code ligne à ligne. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour montrer browser. Et ensuite, il y a plus de ressources bien sur le débogage. Parfois, on peut se retrouver à utiliser cat. Donc, par exemple, si on a vraiment une boucle et on ne sait pas quand elle s'arrête, peut-être qu'on peut regarder où en est i et puis voir à quel moment est le souci. Donc, j'ai vu ça par un tweet de Charles Agelfand qui dit qu'il n'y a pas d'outil de débogage comme celui-là. Et donc, dans le livre Advanced R de Adi Wickham, qui est disponible en ligne, il y a une partie sur debugging qui est très intéressante. Et si vous utilisez RStudio et que vous êtes intéressé, donc pas que par les choses spécifiques à RStudio, mais aussi par les choses spécifiques à RStudio, il y a eu un webinaire d'Amanda Gadros sur les techniques de débogage dans RStudio. Donc, tout ça en anglais. Et imaginons qu'on n'y arrive toujours pas à trouver le problème. Donc, on pourrait peut-être laisser tomber, ça c'est quand même très triste, ou bien demander de l'aide. Et où demander de l'aide. Alors, le bon endroit, ça dépend non seulement de votre question et du sujet, mais aussi de votre confiance en vous. Ça, c'est important à reconnaître. Donc, les endroits les plus rassurants, c'est demander à vos collègues et amis, notamment celles et ceux qui vous ont poussé à utiliser R. Et puis, il y a aussi des Slack. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Slack, c'est comme un forum de discussion. Il y a une app qu'on peut utiliser sur mobile, sur ordinateur. Et donc, il y a un Slack de R francophone qui est très sympa. Il y a des Slack pour les R-Lady. Donc, les R-Lady, c'est les femmes et aussi les autres personnes qui s'identifient comme minorité de genre. Donc, il y a le Slack de R-Ladies Remote. Donc, R-Ladies Remote, c'est le groupe de R-Lady qui ne dépend pas d'une ville en particulier, mais plutôt en distanciel. Évidemment, depuis la pandémie, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de chapitres qui sont en distanciel, mais R-Ladies Remote, c'est celui qui est toujours en distanciel. Et il y a le Slack de la communauté mondiale de R-Lady, pour toutes les personnes qui s'identifient comme R-Ladies. Il y a le Slack de Minorities in R. Donc, le Slack de Minorities in R, c'est pour les gens qui se reconnaissent comme des minorités dans la communauté R. Et ce Slack, il est aussi ouvert aux personnes qui se définissent comme alliés de ces minorités. Et enfin, il y a le Slack de la communauté R4DS. Alors, R4DS, c'est le livre R4 Data Science de Adi Wickham et Gareth Grollemund. Et l'idée, c'est que cette communauté a été créée comme un club de lecture autour de ce livre-là, mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus gros. Et je ne suis pas dans ce Slack, mais si j'ai bien suivi, il y a même des heures pour poser des questions chaque semaine où un ou une experte est présente. Il y a des clubs de lecture. Enfin, ça a l'air vraiment très sympa. Ensuite, il y a des endroits publics où si on pose ces questions, tout le monde peut les lire. Donc, on peut peut-être utiliser Twitter, mais c'est vraiment bien, surtout pour les questions courtes ou pour les liens vers des questions plus longues. Il y a des forums, donc le forum de ROpenSci, le forum de RStudio Community, donc qui ont chacun des catégories. Donc, par exemple, celui de ROpenSci, on peut poser des questions sur l'utilisation de paquets ROpenSci, sur le développement de paquets, sur le forum de RStudio Community. Comme vous l'imaginez, il y a des catégories pour tous les paquets de RStudio, également des questions sur le développement de paquets.
Il y a aussi donc la possibilité si par exemple si un paquet il est développé sur GitHub et on découvre un bug, peut-être qu'on peut ouvrir un ticket, donc une issue. Pour savoir si c'est bienvenu, il faut regarder la documentation du paquet. On peut utiliser Stack Overflow. Je n'utilise pas du tout Stack Overflow. Des fois, je lis des réponses là-dessus, mais je ne l'utilise pas. Donc, je n'ai pas de conseils particuliers pour Stack Overflow. Et puis, les listes de diffusion de R. Donc, par exemple, des fois, il y a des gens qui posent des questions sur le développement de paquets sur la liste de diffusion R Package Devel. Et donc, évidemment, donc, à moins que ce soit la personne à qui on pose une question, que ce soit un ou une collègue qui est obligée de vous aider parce que c'est un travail en équipe, il y a parfois, on peut avoir besoin d'essayer plusieurs fois parce que personne ne doit avoir votre question. Peut-être qu'il n'y a personne en ligne ou pendant des jours, personne qui a les compétences pour répondre. Et on peut essayer plusieurs fois, mais ce qui est très mal vu dans toutes ces communautés, c'est de poster plusieurs fois dans différents endroits à la fois. Donc, si on n'a pas de réponse au bout d'un certain temps, on peut poster ailleurs, mais c'est assez mal vu quand on fait plusieurs questions à plusieurs endroits en même temps. Si vous avez besoin de plus de ressources ou demander de l'aide, il y a eu un webinaire de R Open Science sur comment poser des questions pour avoir des réponses. Et j'ai écrit un article de blog sur où trouver de l'aide sur une question R. Donc, on arrive à la conclusion. Donc, merci à Mickaël pour l'organisation de ce meet-up et puis à toutes celles et ceux qui se sont connectés. Et je vais faire un petit résumé avant de regarder s'il y a des questions. Je pense que c'est important de ne pas trop se mettre la pression, mais que de progresser petit à petit. Je me souviens encore de quand je pensais que RepRec, c'était OK, ça avait l'air bien, mais ça me demanderait un travail incroyable de m'y mettre, alors qu'en plus, c'est un tout petit outil qui change la vie. Et donc, comme ça, on peut progresser finalement petit à petit, se dire, ah, ça, cette chose-là, si j'ajoute à ma pratique de R, ça va peut-être être plus facile. C'est aussi important d'aider les autres. Alors là, j'ai un peu l'air de faire un prêche ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que aider les autres, c'est très bien. Donc, si on développe des paquets, c'est bien d'écrire de bons changelogs. Et avec le paquet flèche dont j'ai parlé au tout début, ça peut être encore plus facile d'écrire de bons changelogs. Et c'est important de bien communiquer les changements que l'on fait, par exemple en écrivant des articles de blog. Donc, tout ça, c'est si on a le temps, bien sûr. Quand on découvre des informations qui sont utiles, c'est bien de les partager parce que même si on se dit, oh là là, ce paquet, ça fait 5 ans qu'il existe et j'en avais aucune idée, il y a d'autres personnes qui ne savaient pas non plus. Et c'est pas mal de répondre aux questions des autres. Et puis, ça vous aide vous-même des fois pour creuser un certain sujet. Et moi, je sais que quand je commence ma journée en répondant à la question de quelqu'un sur un forum en ligne, ça me met de super bonne humeur. Et donc, en conclusion, donc là, le dernier point, pour augmenter votre résilience en utilisant R, donc c'est important de mettre à jour ces installations ou pas, donc de figer les versions, par exemple, des paquets en utilisant RAN, de se tenir au courant des nouveautés dans la mesure du possible et d'apprendre à mieux résoudre ces soucis et à savoir demander de l'aide.